Amis des économies sur les factures EDF, bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de ma série d'analyse de schémas. Alors aujourd'hui nous allons regarder un schéma qui m'a été envoyé par Jean-Yves, un schéma qui a été fait a priori à main levée, mais enfin bon il est tout à fait lisible, hein, il n'y a aucun problème, et qui nous présente ce qu'on appelle un délesteur. Alors c'est quoi le principe d'un délesteur ? L'idée, c'est que généralement, quand on a un abonnement d'électricité, on le prend pour une puissance donnée, je dis n'importe quoi, par exemple 3 kilowatts, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de dépasser plus, hein, généralement, sinon le compteur saute, hein, surtout maintenant le fameux Linky, qui est beaucoup plus précis que les anciens, qui étaient assez tolérants. Or, il peut arriver que de façon tout à fait temporaire, des fois on dépasse. Imaginons qu'il se trouve qu'à un moment donné, on est en plein hiver, on a un truc dans le four, on a une machine à laver en train de tourner, et un radiateur électrique, et voilà. Et puis là, subitement, on met le grille-pain, puis paf, on dépasse. Alors, on pourrait se dire que c'est quand même un petit peu dommage d'être obligé de prendre un abonnement, on va dire, supérieur, voire pourquoi pas une installation supérieure, pour finalement quelque chose de très occasionnel. Donc l'idée d'un délesteur, c'est de se dire qu'on va prendre certaines charges et les rendre moins prioritaires. C'est-à-dire que si à un moment donné la consommation dépasse un certain seuil, eh ben, de façon automatique, on va déconnecter par exemple un chauffe-eau, par exemple un chauffage, voilà, enfin ce qu'on veut pour de façon à pas être embêté. À la limite, ça peut se comprendre. On peut imaginer que la résistance d'un chauffe-eau est moins prioritaire que, je sais pas moi, la résistance d'un lave-linge qui est en train de tourner. Si on arrête le chauffe-eau pendant les 5-6 minutes de chauffage du sèche-linge, c'est pas forcément gênant. Donc voilà, c'est ça le but d'un délesteur. Alors ça existe tout fait, mais c'est assez facile à faire soi-même. Donc voici le schéma proposé, sur lequel on va pouvoir déjà repérer justement un certain pattern. Hein. On va voir que ici, il va y avoir toute la partie qui va mesurer le courant consommé. Là, la partie qui va justement définir les seuils. Et cette partie-ci qui va commander ou pas justement le délestage. On peut noter que la partie électronique est complètement isolée, on va dire, du secteur et qu'elle doit être alimentée. Donc là, il avait marqué 15 volts sur son schéma, avec une alimentation qui n'est pas représentée ici et qui doit être externe et qui doit être branchée entre, on va dire, le moins ici et le plus. Cette alimentation va donc en gros alimenter l'ampli hop ici et les portes logiques et ici le relais. Alors là bizarrement à la sortie il a manifestement choisi un relais qui pilote un triac. Pourquoi pas. Alors là, je pense que l'idée du relais, c'est justement d'avoir l'isolation galvanique, parce que avec le triac. Maintenant, je pense que là, on pourrait soit utiliser directement un relais assez puissant pour commander la charge, dans ce cas-là, pas besoin forcément de triac, ou alors, là, on gagnerait tout à fait à utiliser un MOC quelque chose, hein, je vous ai déjà montré ça, un opto-triac, qui en plus aurait la bonne idée de commuter au passage à zéro. Hein. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les opto-triacs. Alors, le principe de base, c'est que c'est un état bistable, et on reconnaît ici cette pattern qui est très connue, hein, que je vous ai déjà présenté, ce qu'on appelle une bascule RS. Hein, en gros, c'est un système qui a deux états stables. Quand on va mettre ici un certain niveau logique, eh ben, la sortie, là, va passer à l'état 1, et quand on remettra un niveau logique ici, un état 0. Donc voilà, hein, c'est pareil, là je vous renvoie sur ma vidéo sur les bascules RS. On peut le voir ici comme une mémoire, hein, selon les états logiques ici, ça va basculer dans un état stable qui va commander le relais. Donc voilà en gros le principe. Alors comment ça marche ça? On voit que la phase arrive ici, passe dans un transformateur avec un très très grand rapport. Hein, ici il n'y a qu'une spire et derrière ça va sur l'utilisation. On va dire que ça, on va dire que c'est le compteur quelque part, à la sortie du compteur. Et ici la consommation normale. Cette spire, le fait de mettre ici une spire, ça permet d'avoir une résistance qui est vraiment très très faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte dedans, hein, parce qu'ici il peut potentiellement passer des ampères. Ensuite, cette spire, hein, qui peut être fait sur un noyau de ferrite, enfin à peu près, même pourquoi pas, hein, des fois on peut le faire même avec un bête transfo, un petit transfo d'alimentation, en faisant juste une spire par-dessus le secondaire et en le prenant ici, va, via ce redresseur, donner une tension
plus E qui est directement proportionnel au courant qui passe. Donc c'est un transformateur hein, et qui bien sûr assure aussi l'isolation galvanique. Alors là, il y a un diviseur, on va dire, de tension. Là, je pense que ça a été fait un petit peu expérimentalement. Hein, ça serait, pourquoi pas possible, peut-être en fonction du transfo qu'on a, mettre des réglages différents ou un potentiomètre. En gros, l'idée, c'est d'avoir ici une tension continue qui est bien proportionnelle par rapport au courant qu'on veut. Alors, il y a ici ce condensateur-là qui lisse un petit peu les variations. Ouais, en même temps, faut pas oublier que là, c'est de l'alternative. Donc voilà, ça c'est la partie détection de courant isolé. Ensuite, de façon très classique, on a ici deux amplis IOP qui sont utilisés en comparateur. Alors, manifestement, il a choisi des amplis des 4558. Alors, c'est des amplis assez anciens, hein, du style un peu c'est de double 741 quelque part, qui ont une plage d'entrée qui n'inclut pas, je veux dire, VCC-, hein, j'en ai déjà parlé aussi. Ce qui impose que pour qu'ils fonctionnent correctement, les entrées doivent rester dans une limite de quelques tensions supérieures à l'alimentation négative et inférieures à l'alimentation positive. Et ils sont montés, comme on peut le voir ici, en comparateur, c'est-à-dire que comme on peut le voir, il n'y a pas de rétroaction. C'est pareil, hein, cette fameuse vidéo sur les comparateurs et les amplis hop, il faut que je la fasse. Et l'idée, c'est que ces deux amplis, ils comparent la tension d'entrée, ici, plus E, avec une fraction réglable de la tension d'alimentation. Et quand la tension ici sur l'entrée plus va devenir supérieure à la tension qui est réglée ici, et là, la sortie va passer à 0, et quand elle sera inférieure, elle passera à 1. Hein, ici, vu que c'est l'entrée plus, la sortie ici est bien en phase avec, on va dire, l'entrée. C'est-à-dire que la sortie est positive quand la tension sur l'entrée ici est plus grande que la référence ici qui est l'entrée moins. Donc ces deux potentiomètres, ils vont permettre de régler deux seuils. Le seuil de déclenchement du délestage et le fait de la fin du délestage. Alors ça c'est intéressant parce que ça met aussi parce qu'on fait un hystérésiste, parce que si on faisait pas ça, si la consommation est pile poil, je veux dire, oscillerait entre 1 ampère et je sais pas moi et 1,01 ampère, ça arrêterait pas de commuter le truc. Ici ça veut dire que ça laisse un petit peu une marge. Donc on va par exemple le régler pour que, c'est n'importe quoi, au-dessus de 20 ampères, il se déclenche et il s'arrêtera par exemple à 18 ampères. Donc ici, on peut noter la présence de cette diode Zener. Cette diode Zener, ici, sert à faire quelque part une messe virtuelle, hein, j'en ai déjà parlé. Ça évite d'avoir une alimentation symétrique. C'est une diode Zener de 2,7 volts. Donc on voit que il y a que l'ampli hop qui est directement alimenté en 15 volts. Hein, c'est-à-dire que le moins 15 volts n'arrive uniquement que ici. Et cette Zener crée un petit peu cette masse virtuelle. Bon, c'est quand même un petit peu, on va dire, space comme montage, parce que je vois pas tellement de limitation de courant ici dans la Zener, qui quelque part, la limitation de courant, elle est faite par l'alimentation de l'ampli. Honnêtement, c'est quand même un petit peu spécial, mais on va dire pourquoi pas. De toute façon, c'est pareil, dans la mesure où ça consomme peu, je veux dire, ça le fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ici il y a 0, par rapport à l'ampli up, ça veut dire que la tension par rapport à V-, ici, elle est de 2,7 volts. Qui, comme je l'ai dit, va permettre de garder les tensions d'entrée dans les limites acceptables, mode commun de l'ampli. Donc là, on voit ici ces diodes, hein, qui ne permettent d'avoir des sorties à 1 ici que quand les ampli up sont à 1. Alors c'est pareil, là je trouve ça un petit peu bizarre, parce que quand l'ampli up ici est à 0, la tension là, elle est en l'air un petit peu quelque part, et je veux dire, ça marche sans doute parce que la bascule a le retour. Moi, j'aurais quand même mis ici une petite résistance de Pull-Down, parce que c'est un petit peu bizarre. On retrouve le même fonctionnement ici, hein, quand la diode ici est bloquée, hein, c'est-à-dire quand la sortie de l'ampli up ici est à 0, les entrées ici elles sont en l'air, ce qui encore une fois, vu que le truc de bascule, c'est pas forcément gênant, parce qu'une fois qu'il a basculé, il a basculé, mais honnêtement, c'est quand même un petit peu space. Moi, j'aurais plutôt mis quand même là une résistance de Pull-Down. Enfin, toujours est-il que dans la mesure où justement c'est une bascule ici RS, il n'y a pas besoin là de mettre un hystérésis ou des choses comme ça, parce que dès que l'ampli up, là, il va commuter, hein, même s'il oscille un peu, c'est propre des bascules. Dès qu'ici il y aura eu l'impulsion de basculement, la bascule elle reste dans cet état-là,
et pas de raison d'en sortir, même si derrière on met plusieurs impulsions, c'est la première qui compte. Enfin donc voilà ce système hein, qui a l'avantage d'utiliser quand même très peu de composants. Et donc derrière, bah là il y a ce transistor en émetteur commun là qui, je veux dire, en tout ou rien, qui se contente de donner assez de courant pour piloter un relais. Dans la mesure où un 4000 ohms ici donnerait a priori pas assez de courant, et puis bah la traditionnelle diode ici en tire-tour, et puis bah voilà, là j'en ai parlé déjà. Hein. Donc là il commande directement un triac, hein, mais encore une fois là je pense qu'un opto-triac ferait mieux le job. Donc voilà ce montage. Ici, il explique un petit peu les différents états logiques et les différentes valeurs ici des composants. Donc voilà pour la présentation de ce schéma. Bon, je veux pas être méchant ni critiquer. Je veux dire, il y a toujours 50 façons de faire les choses. Maintenant, en effet, il a quand même des particularités, je trouve, un petit peu bizarres. En même temps, un délesteur, généralement, son état normal, c'est lesté. On a souvent plutôt tendance à mettre un relais qui, je veux dire, est passant à l'état repos, hein, plutôt qu'un même un triac, ce qui fait que, je veux dire, la charge, elle est connectée en permanence, et quand il s'active, ça la déconnecte. Parce que normalement, l'état délesté, c'est quand même un état, je veux dire, qui est le moins fréquent. Maintenant, en effet, il peut y avoir, il y a toujours 50 000 façons de faire ça, puis tout dépend aussi de ce qu'on veut. Là aussi, on peut voir que c'est un peu bizarre, parce que les plages de réglage, elles se recouvrent. Quand on fait un délesteur, généralement, je veux dire, on s'arrange pour que les seuils ne s'inversent pas. Là, il y a pas mal de place perdue sur les courses des potentiomètres. Et puis, comme je l'ai dit, le système d'alimentation de masse virtuelle, là, bon, pourquoi pas, hein. Encore une fois, l'important, c'est que ça fonctionne. Hein. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre. Puis maintenant, comme je l'ai mis en annotation, il y a maintenant des amplis up, je veux dire, qui descendent à 0 en entrée, hein, comme je dis, voilà, LM324, LM358, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de cette masse virtuelle. Puis ici, à la limite, même, on pourrait prendre des vrais comparateurs, hein, un LM393 ou un LM339 ferait très bien le job. Mais après tout, en électronique, c'est ça qui est bien, il y a souvent des multitudes de façons de faire les choses, avec chacune des avantages et des inconvénients. Celle-ci en est une. Tiens, Maurice, alors ça va, non, tu penses que tu oublies quelque chose aujourd'hui? Ah, t'as des problèmes de mémoire? Eh ben, prends du concombre. Comment ça? Ah bah écoute, moi j'ai un copain, il y a 20 ans, il s'est mis un concombre dans le hangar à suppositoire, il croit... il s'en rappelle toujours. Ce que tu oubliais peut-être, en effet, c'est d'aller voter. Hein. Bon, dans tous les cas, en effet, c'est un petit peu comme le concombre. On l'a probablement dans le fion, mais au moins ça permet de choisir qui nous la met profond. Alors, votez dur, votez mou, mais votez dans le trou.